Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє: перше, встановити, що президент України Віктор Янукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Le 22 février 2014, alors que l'Ukraine connaît un nouveau mouvement de révolte, le Parlement vote la destitution du président Viktor Yanukovych. La Rada déclare le chef de l'État qui est en fuite, dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Elle fixe au 25 mai la tenue de la prochaine élection présidentielle. En quelques heures, ce samedi 22 février, l'Ukraine bascule et ouvre une nouvelle page de son histoire. On en parle aujourd'hui avec Georges Mink. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'Europe centrale, directeur de recherche au CNRS et professeur au Collège de l'Europe. On va d'abord remonter dans le temps. En fait, les manifestations sur la place Maïdan commencent 3 semaines auparavant, lorsque Yanukovych rejette un accord d'association avec l'Union européenne. Racontez-nous. Le rejet de l'accord d'association est en fait une sorte de catalyseur du mécontentement généralisé. D'abord, Yanukovych est honni par la population ukrainienne, tout simplement parce qu'on lui reproche ce goût de luxe, la kleptocratie, le fait qu'il permet à sa famille, au clan familial, de s'enrichir sur le dos de la population alors qu'elle vit dans une situation de crise. Et le deuxième facteur, c'est que cette population est préparée depuis au moins 1 an déjà à l'adhésion justement à l'accord d'association, puisqu'il y a un va-et-vient des émissaires européens qui viennent préparer l'accord, et soudainement, c'est le refus, et là évidemment, c'est le spectre de la Russie qui apparaît derrière Yanukovych. Et vous, en tant que spécialiste, lorsqu'il rejette cette association avec l'Union européenne, vous comprenez tout de suite que ça va provoquer une crise majeure dans le pays ? Oui, parce qu'on voit que c'est une classique situation de crise, c'est-à-dire que les gouvernés n'en veulent plus des gouvernants, et les gouvernants eux-mêmes sont divisés profondément. On voit que les partisans du parti des régions, qui est le parti de Yanukovych, quittent le navire et rallient l'autre côté de la barricade. Donc on est vraiment dans une situation de crise et en même temps dans une situation d'incertitude. Va-t-il tirer? Va-t-il pas tirer? Donc on voit que la situation va forcément s'emballer. Et justement, ça va dégénérer, notamment le 18 février, lorsque des affrontements vont opposer les manifestants aux forces de l'ordre. Le bilan va être très lourd, des dizaines de morts, des centaines de blessés. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est Yanukovych qui perd pied, qui perd patience? C'est ça. Yanukovych est d'abord au téléphone, en permanence avec Poutine, et lui demande qu'est-ce qu'il aura en contrepartie, par exemple, de la répression. Parce qu'il pense encore pouvoir mater le mouvement par la répression. D'ailleurs, il donne des ordres au Berkut, ces fameuses milices parallèles, pour qu'elles tirent. Les snipers tirent réellement. Et c'est là qu'il y a beaucoup de victimes, bien entendu. Et il attend la réponse de Poutine. Et puis il se rend compte soudainement que ça va beaucoup plus loin, qu'il n'arrivera pas à résister. Et du coup, il fuit, il prend, comme on sait, un hélicoptère, il se rend à Rostov et il disparaît de la scène politique. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui oppose profondément le mouvement Maïdan, de la place Maïdan, à Yanukovych? Les uns sont pro-européens, veulent adhérer à l'Union européenne, et l'autre est tourné vers la Russie et pro-russe. Sur le Maïdan, ils sont pro-européens. Mais évidemment, l'Europe devient un enjeu parmi d'autres enjeux. Et ces enjeux sont, par exemple, la destitution de Yanukovych, l'abolition de cette constitution de 2004 que Yanukovych a cousue sur sa mesure pour avoir tous les pouvoirs présidentiels assez exorbitants. Et donc, c'est une révolte de la population qui vit dans une situation de crise, qui veut l'amélioration de sa situation et qui croit que cette amélioration viendra de l'accord d'association. Alors, à partir de la destitution du président, tout va s'accélérer. Ce jour-là, dans la soirée, l'opposante Yulia Tymoshenko, tout juste libérée de prison, va recevoir un accueil absolument triomphal devant 50 000 personnes rassemblées sur Maïdan, justement. À ce moment-là, est-ce que vous vous dites qu'on assiste à une deuxième révolution orange ? Oui, absolument. On voit que ceux qui sont sur le Maïdan veulent aller jusqu'au bout. C'est une révolution au sens justement où les gouvernants n'ont plus le pouvoir qu'ils devraient avoir, donc ils ne peuvent pas assurer la continuité constitutionnelle et les gouvernés veulent le changement du pouvoir.
Donc on est vraiment dans une situation révolutionnaire qui se transforme d'ailleurs en une situation de révolution insurrectionnelle, puisque soudainement ceux qui sont sur le Maïdan s'arment. Il faut savoir que sur le Maïdan, les représentants politiques sont assez divers. Ça va de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Et évidemment, à l'extrême droite, il y a aussi pas mal de gens qui veulent en découdre militairement. Et puis il y a des anciens soldats de l'Afghanistan qui étaient dans l'armée soviétique, qui savent manier les armes, eux. Et donc Maïdan s'arme et nous sommes vraiment dans une situation de révolution et de l'insurrection. Donc on est 10 ans après la Révolution orange, les acteurs sont quasiment les mêmes. C'est une forme de répétition de l'histoire, mais ça veut dire aussi que la première révolution a été un échec. Pourquoi ? Oui, parce que la première révolution, elle a mis au pouvoir deux personnes, Yushchenko, qui est devenu président, et Timoshenko. Et à partir de ce moment, c'est le parti des orangés, des oranges. Et les deux personnalités se disputent pendant tout l'exercice du pouvoir, à qui le leadership. Et cette dispute débouche sur une sorte d'anémie sociale. Il n'y a pas de réforme réellement faite. Yushchenko, pour se maintenir au pouvoir, ne joue finalement que la carte symboliques, comme par exemple faire des cérémonies autour de l'anniversaire de la grande famine ukrainienne, qui a une connotation bien sûr anti-soviétique, mais aussi anti-russe. Et puis pour honorer par exemple une personnalité de la Deuxième Guerre mondiale très controversée que Stepan Bandera, qui était un allié des nazis. Et donc il joue là-dessus. Ils perdent en fait le pouvoir tout simplement parce qu'ils se discréditent comme des gouvernants qui ne savent pas faire la réforme. Alors très vite, la Crimée va voter son rattachement à la Russie par un référendum très controversé, mais un référendum quand même. Est-ce que le problème ne vient pas aussi des profondes divisions de la société ukrainienne ? De quoi se compose cette nation ukrainienne dont l'Est est plutôt pro-russe et l'Ouest pro-européenne ? Historiquement, effectivement, c'est un pays où il y a à la fois une partie des Ukrainiens qui se reconnaissent dans l'Ukraine en tant que telle et qui sont par tradition tournés vers l'Ouest. Ce sont les gens qui habitent sur cette partie qui va maintenant de Kiev jusqu'à la frontière polonaise, par exemple. Et puis de l'autre côté, effectivement, dans les grandes industries, il y a eu pas mal d'apports des Russes ethniques et aussi des Ukrainiens qui étaient parfaitement russophones. Et donc, il y a ce clivage. Ce clivage allait en diminuant. C'est-à-dire qu'en 2004, il y en avait beaucoup plus qu'en 2013-14, où à peine 17% des Russes d'origine étaient là, mais par contre, effectivement, beaucoup plus de russophones. Et c'est la situation du conflit militaire qui a d'une certaine façon élargi la base des soutiens des Russes. Est-ce que derrière tout ça, il y a aussi des relents de guerre froide, un Poutine qui veut éloigner de ses frontières l'influence européenne, occidentale ? Il y a des relents de guerre froide. On pourrait citer ici, rafraîchir un peu le paradoxe de Raymond Aron qui disait la paix impossible, la guerre improbable. C'est exactement la configuration qui a régné du temps de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se faire la guerre parce que chacun avait l'arme de la dissuasion, mais des guerres locales avaient lieu. Et nous sommes paradoxalement dans la même situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une guerre locale quelque part, mais on a peur d'aller au-delà d'une certaine limite parce que chacun des pays impliqués dispose de l'arme nucléaire. On entend parfois que ce conflit pourrait dégénérer en guerre mondiale. Est-ce que c'est un scénario crédible ? Moi, j'y crois pas fondamentalement. Je pense que les Occidentaux, quelque part, loupent le coche parce qu'ils ne jouent pas la symétrie dans ce jeu. La symétrie qui consisterait, par exemple, lorsque les Russes font rentrer une cinquantaine de camions peints en blanc sous prétexte que c'est la Croix-Rouge russe qui donne une aide humanitaire, mais en fait, à l'intérieur, on sait qu'il y a des armes et des soldats. L'Union européenne, les pays démocratiques auraient pu faire tout à fait la même chose. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont réellement tétanisés par l'imprévisibilité de Poutine. Georges Ming, si je vous demande de terminer cette phrase, le 22 février 2014, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? C'est le jour de la naissance de la nation ukrainienne et de l'apparition claire et nette du néo-impérialisme russe. Merci beaucoup, Georges Ming, d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.